Ils l'ont sorti de force de sa voiture, l'ont accablé de fausses accusations jusqu'à ce qu'il révèle qui il était vraiment. Tard dans la nuit, à Bâton Rouge, en Louisiane, les rues étaient majoritairement calmes, à l'exception du léger bourdonnement occasionnel des feux de circulation passant du rouge au vert. Jamal Winslow, un procureur fédéral adjoint aguerri, venait de quitter un dîner avec des collègues. Il ne pensait pas au travail, à l'injustice ou aux salles d'audience, seulement à rentrer chez lui. Cela changea au moment où il vit des gyrophares rouges et bleus clignoter dans son rétroviseur. Soupirant, il mit son clignotant, s'arrêta sur le bas-côté et tendit la main vers son portefeuille. Il n'était pas en excès de vitesse, il n'avait pas grillé de feu rouge, il n'y avait aucune raison de l'arrêter, mais il savait mieux que de supposer que la logique y était pour quelque chose. Deux agents s'approchèrent de sa vitre. L'agent Kyle Driscoll, grand et costaud avec une coupe de cheveux militaire, se tenait du côté conducteur. L'agent Brent Kessler, plus mince mais non moins imposant, se tenait près de la porte passager. Permis et carte grise, dit Driscoll d'un ton sec. Jamal tendit ses documents. Puis-je demander pourquoi j'ai été arrêté? Driscoll jeta un coup d'œil à Kessler avant de répondre, vos feux arrière sont éteints. Jamal fronça les sourcils. C'était un mensonge. Sa voiture venait de passer le contrôle technique, et le reflet dans le rétroviseur montrait ses feux stop entièrement fonctionnels. En êtes-vous sûr? Demanda Jamal, en gardant une voix égale. L'expression de Driscoll changea légèrement. Il se pencha, monsieur, veuillez sortir du véhicule. Une longue tension s'insinua dans les membres de Jamal. Il avait déjà poursuivi des affaires comme celle-ci, où un simple contrôle de routine tournait à quelque chose de bien pire. Son instinct lui disait d'obtempérer, mais son expérience lui disait que ses agents étaient déjà en train d'aggraver la situation. Je ne sortirai pas tant que vous ne m'aurez pas dit pourquoi. Kessler esquissa un sourire narquois, en posant sa main sur sa ceinture. Parce que nous l'avons dit. Jamal prit une inspiration. Il connaissait la loi, il avait passé des années à l'étudier, à la faire appliquer et à la défendre. Il savait qu'il n'avait pas à sortir de la voiture à moins qu'il n'y ait des motifs raisonnables. Je suis dans mon droit de demander pourquoi on m'ordonne de sortir de ma voiture. La patience de Driscoll craqua. Il ouvrit la porte d'un coup sec, sortez maintenant, avant que Jamal ne puisse réagir, Driscoll lui saisit le poignet, le tirant en avant. La ceinture de sécurité lui rentra dans la poitrine, s'enfonçant dans son épaule. Qu'est-ce que tu fous? Aboya Jamal, se reculant instinctivement. Driscoll ne répondit pas, il serra juste plus fort. En quelques secondes, Kessler était de l'autre côté, tordant le bras de Jamal derrière son dos. Le bord tranchant des menottes métalliques lui mordait la peau. Vous résistez? Dit Driscoll froidement. Jamal regarda, incrédule, Kessler le plaquait contre le capot de sa propre voiture. Son cœur battait la chamade, non pas de peur, mais de rage. C'était un jeu, un coup monté, et il pensait avoir déjà gagné, mais ils étaient sur le point de réaliser à quel point ils se trompaient. La salle d'audience du palais de justice du comté d'East Bâton Rouge était pleine à craquer. L'air était imprégné du brouhaha habituel, des greffiers qui feuilletaient des papiers, une toux occasionnelle, le doux murmure de conversation chuchotée. Mais sous cette surface, quelque chose d'autre bouillonnait. Jamal Winslow était assis à la table de la défense, sa posture rigide mais composée. Il n'était pas là en tant qu'avocat aujourd'hui, il était l'accusé. Les accusations résistance à l'arrestation, obstruction à la justice, trouble à l'ordre public étaient de pures inventions. Mais Jamal savait déjà que la vérité n'avait pas d'importance, seul comptait ce qui pouvait être prouvé. À l'avant de la salle, la juge Margaret Holloway observait depuis son estrade. Au milieu de la soixantaine, elle avait le genre de présence qui imposait l'autorité, qu'elle soit méritée ou non. Sa réputation était celle d'une femme ferme, intransigeante, et dédaigneuse des balivernes. Et à la façon dont elle le regardait à peine, Jamal savait déjà où tout cela allait mener. Le procureur Richard Calloway marchait avec assurance, le genre d'assurance qui vient de savoir que les chances étaient en sa faveur. Il ajusta sa cravate et fit un signe de tête aux agents, assis fièrement à la barre des témoins. Jamal observa Driscoll et Kessler s'asseoir d'un air suffisant, sachant qu'ils avaient tout le poids du système derrière eux. Votre honneur, commença Calloway, il s'agit d'un simple cas d'un individu qui a transformé un contrôle routier de routine en une altercation physique avec les forces de l'ordre. Jamal expira lentement. L'arrogance. L'audace. Calloway continua de feuilleter ses notes.
Le prévenu a refusé d'obtempérer aux ordres légaux des agents, est devenu agressif et a dû être maîtrisé pour la sécurité de toutes les personnes impliquées. L'avocat de Jamal, Thomas Rivera, un défenseur public surmené et sous-payé, se leva brusquement de sa chaise, objection. Il n'y a aucune preuve que mon client ait été agressif. La juge Holloway écarta la main d'un geste dédaigneux, rejeté. Jamal serra la mâchoire. C'est rapide. Rivera soupira mais insista, votre honneur, les agents ont aggravé la situation sans juste cause. Il n'y a aucune image de caméra corporelle montrant mon client agissant agressivement, car de telles images n'existent pas, Calloway sourit. Les caméras corporelles n'étaient pas opérationnelles au moment de l'arrestation, mais les déclarations de l'agent constituent des preuves plus que suffisantes. Jamal faillit rire de l'absurdité. La parole de l'agent, c'était tout ce dont ils avaient besoin. Pratique. Driscoll fut le premier à témoigner, récitant ces lignes bien répétées. Le prévenu a été combatif dès le début, dit-il d'une voix posée. Il a refusé de sortir du véhicule, a élevé la voix, a créé une situation hostile. Des mensonges, chaque mot. Kessler enchaîna, hochant la tête en ajoutant, il s'est tendu, nous avons craint pour notre sécurité, nous n'avons eu d'autre choix que de le maîtriser. Encore des mensonges. Les doigts de Jamal se crispèrent en poing sous la table. Il avait passé toute sa carrière à lutter contre ce genre de corruption flagrante, et maintenant il en faisait l'expérience directe. La juge Holloway masquait à peine son impatience en jetant un coup d'œil à l'avocat de Jamal. Autre chose, maître Rivera? Rivera hésita. Il connaissait cette juge, connaissait ses antécédents, elle ne s'intéressait pas à les quitter. Pourtant, il déglutit difficilement et poursuivit, oui, votre honneur. La défense appelle Jamal Winslow à la barre. C'était le moment. Tandis que Jamal se levait et marchait vers la barre des témoins, il sentait tous les regards braqués sur lui, l'observant, le jugeant, attendant de voir s'il allait craquer. Mais il ne craquerait pas, car ce qui était sur le point de se produire allait tout changer. Jamal s'assit sur la chaise des témoins, expirant lentement tandis que le greffier le faisait prêter serment. Ses mains reposaient légèrement sur ses genoux, mais à l'intérieur, il est bouillonnant, il n'était pas là pour se défendre, il était là pour exposer la vérité. Le procureur Calloway s'avança, faisant quelques pas, un étalage de confiance superflu. Monsieur Winslow, diriez-vous que vous avez obtempéré aux instructions de l'agent lors de votre contrôle routier? Jamal soutint son regard, calme et maître de lui. J'ai demandé pourquoi on m'ordonnait de sortir de ma voiture, ce n'est pas illégal. Calloway feignit un soupir. Vous avez refusé de sortir, n'est-ce pas? J'ai demandé pourquoi on me demandait de sortir, répéta Jamal, ce que j'ai légalement le droit de faire. Calloway esquissa un sourire narquois, jetant un coup d'œil au jury, comme si l'intelligence de Jamal était un inconvénient. Et après plusieurs ordres, vous n'avez toujours pas obtempéré? Jamal soutint son regard car il n'y avait aucune raison légale de le faire. Calloway se tourna vers le juge, secouant la tête comme s'il n'avait rien attendu d'autre. Votre honneur, il est clair que le défendeur. Jamal se pencha en avant, d'une voix égale, avant d'aller plus loin, je devrais probablement révéler quelque chose. Silence. Calloway hésita. Même la juge Holloway leva les yeux, le regardant vraiment pour la première fois. Jamal plongea la main dans sa mallette. Son avocat, Rivera, se tendit, incertain de ce qui se passait. Lentement, Jamal en sortit son insigne, un petit rectangle simple qui était soudainement devenu la chose la plus dangereuse de cette salle d'audience. Je suis Jamal Winslow, dit-il, sa voix tranchant la tension comme une lame. Procureur adjoint des États-Unis pour le district sud. La salle se figea. Les lèvres de la juge Holloway s'entr'ouvrirent légèrement, son marteau planant au-dessus de son bureau, mais immobile. Les policiers se raidirent. Le genou de Kessler rebondissait sous la table. La mâchoire de Driscoll se serra. Le visage de Calloway devint pâle. Excusez-moi. Jamal pencha la tête. Ai-je bégayé? L'atmosphère changea. Le jury se pencha en avant. La sténographe arrêta de taper. Même Rivera, son propre avocat, semblait avoir été heurté par un train de marchandises. Vous êtes un procureur fédéral? La voix de Calloway vacilla légèrement. Jamal souleva son identifiant. C'est bien ce qui est écrit ici, n'est-ce pas? Et juste comme ça, toute l'affaire s'effondra. La juge Holloway se cala dans son siège, sa bouche se serrant. Une ligne fine.
Elsa. Si elle statuait contre Jamal maintenant, si elle rejetait son témoignage et prenait le parti de ses policiers, ce ne serait pas juste une affaire de plus oubliée, ce serait un scandale. La salle d'audience n'était plus seulement une salle d'audience, c'était une poudrière et Jamal venait d'allumer la mèche. La salle d'audience retenait son souffle. La poigne de la juge Holloway sur son marteau se resserra, mais elle ne l'abattit pas, pas encore. Elle réfléchissait, calculait. Ce n'était plus une affaire de routine, c'était un désastre potentiel qui pouvait mettre fin à une carrière. Calloway déglutit difficilement. Sa confiance, l'arrogance tranquille qu'il affichait si facilement, s'était envolée. Il se tourna vers les policiers et, pour la première fois, Driscoll et Kessler parurent nerveux. Jamal resta assis, observant la lutte silencieuse pour le contrôle. Il avait vu cela 100 fois auparavant, dans les conseils d'administration, lors de réunions en arrière-boutique, dans des conversations chuchotées entre procureurs quand une affaire délicate atterrissait sur leur bureau. Mais cette fois, c'était lui qui leur avait forcé la main. Je n'étais pas au courant de cette information, balbutia Calloway, feuilletant ses dossiers comme un homme cherchant une issue de secours. Votre honneur, La juge Holloway leva une main, le faisant taire pour la première fois. Ses yeux se rivèrent sur ceux de Jamal. Sa seule présence était désormais une menace. Un procureur du gouvernement arrêté à tort, agressé, calomnié. Si cela était passé inaperçu, il aurait pu être une autre statistique anonyme, et elle le savait. Elle se tourna vers les policiers. Driscoll. Kessler. Les deux hommes se redressèrent, droits comme des enfants sur le point de se faire gronder. Souhaitez-vous modifier vos déclarations? Le silence. Une fissure dans leur aplomb. Jamal pouvait le voir se produire. Les doigts de Driscoll se crispèrent autour de son genou. Kessler regarda Calloway comme s'il espérait une bouée de sauvetage. Jamal parla le premier, avant qu'il ne réponde, « Votre honneur, je voudrais demander à la cour d'obtenir les journaux d'appel du centre de répartition de la nuit de mon arrestation. » Calloway tressaillit. Jamal ne devinait pas, il savait comment ces choses fonctionnaient. Si ces policiers avaient signalé par radio l'interception avant l'arrêt, leur mensonge concernant le feu arrière ne tiendrait pas. S'ils ne l'avaient pas fait, alors elle. Ils avaient enfreint le protocole dès le début. La juge Holloway l'observa un long moment. Elle était piégée, si elle refusait sa requête, elle étouffait des preuves, si elle l'approuvait, elle enfonçait le dernier clou du cercueil de Jamal. Elle s'éclaircit la gorge. Requête accordée. Driscoll expira brusquement, son sang-froid se fissurant enfin. Kessler remua, mal à l'aise, la mâchoire serrée. Il savait ce qui allait arriver. Jamal s'adossa à son siège et il n'en avait pas encore fini, car cette affaire n'allait pas rester dans cette salle d'audience. Tout commença avec un seul reporter au fond de la salle d'audience, une jeune journaliste du Bâton Rouge avocate tapant frénétiquement sur son ordinateur portable. En quelques heures, l'histoire se répandit. Dès le lendemain matin, le nom de Jamal était partout, procureur fédéral adjoint des États-Unis arrêté à tort par un policier de Bâton Rouge, un procureur fédéral dénonce des agents corrompus en pleine audience, une juge sous le feu des critiques pour son parti pris contre un prévenu noir, lui-même avocat du gouvernement. Internet s'enflamma. Les réseaux sociaux furent inondés de clips de l'intérieur de la salle d'audience, pris par des personnes ayant assisté au procès. Le moment où Jamal révéla son badge devint une vidéo virale, se propageant comme une traînée de poudre sur toutes les plateformes. Les chaînes d'information câblées diffusèrent des reportages sur les implications de l'affaire, combien d'autres avaient été victimes d'un coup monté comme Jamal, mais sans le pouvoir ou la position pour riposter. Mais le plus grand changement eut lieu à Bâton Rouge même. Des militants communautaires organisèrent des rassemblements, des manifestants se rassemblèrent devant le palais de justice, exigeant des comptes. Des avocats spécialisés dans les droits civiques se penchèrent sur d'anciennes affaires traitées par la juge Holloway, à la recherche de schémas de partialité. Et puis, le vrai coup de massue arriva, une fuite anonyme révélant des dossiers de police interne, des courriels entre policiers discutant de la manière de justifier des interpellations douteuses, ainsi que des témoignages d'autres conducteurs noirs qui avaient été arrêtés, verbalisés pour de fausses infractions, puis menacés d'arrestation s'ils contestaient. L'affaire ne concernait plus seulement Jamal Winslow. Il s'agissait d'un système qui opérait dans l'ombre depuis des années, et maintes. Non, les projecteurs étaient braqués sur lui. Mais les gens ceux au pouvoir n'allaient pas céder sans combattre. La réaction fut immédiate. Les responsables municipaux s'agitaient,
le département de police a publié un communiqué soigneusement formulé et le bureau de la juge Holloway a soudainement cessé de répondre aux appels. À la fin de la semaine, le département de police de Bâton Rouge a annoncé une enquête interne, un geste purement symbolique. Jamal avait déjà vu ça, une diversion, un moyen d'apaiser le public sans apporter de réels changements. Mais cette fois, ce n'était pas suffisant. La pression ne cessait de monter. Un avocat spécialisé dans les droits civiques a intenté une action en justice fédérale contre le département au nom d'anciennes victimes. Les leaders communautaires ont exigé la révocation de la juge Holloway. Les manifestants refusaient de reculer. Et puis, le vrai moment de vérité est arrivé, l'affaire a été transmise au procureur général de la Louisiane pour examen. Jamal était assis dans son appartement, regardant la conférence de presse. Son téléphone ne cessait de vibrer, des appels de journalistes, d'avocats, de personnes qui avaient vécu exactement la même chose que lui mais n'avaient pas d'insigne pour riposter. Ce n'était plus de la simple gestion des dégâts. Il manquait de moyens de se cacher. Et la juge Holloway, elle le savait. Lorsque Jamal est retourné au tribunal pour le verdict, son expression avait changé. Plus de désintérêt nonchalant, plus d'excès de confiance. Elle faisait face à une affaire trop vaste pour être étouffée et elle devait décider de quel côté de l'histoire elle voulait se positionner. Mais s'agirait-il d'une vraie justice ou simplement d'une autre manœuvre calculée pour protéger le système? La salle d'audience était silencieuse. La juge Holloway s'éclaircit la gorge. Le poids des dernières semaines pesait sur ses épaules, les manifestations, l'examen minutieux des médias, les dossiers divulgués. Il ne lui restait plus de bonnes options. Elle baissa les yeux vers ses notes, mais tout le monde savait que cette décision n'était plus entre ses mains, elle appartenait au public. Elle expira, posant doucement son marteau. Après avoir examiné les preuves, la cour déclare l'accusé. Elle hésita juste une seconde, puis finalement, non coupable. Une vague de soulagement submergea Jamal, mais il ne bougea pas, ne réagit pas encore, parce que l'affaire ne concernait pas seulement. Devant lui, les policiers étaient assis, rigides, leurs visages pâles. Les mains de Kessler étaient serrées, sa carrière défilant devant ses yeux. Driscoll, toujours le plus arrogant des deux, se pencha en avant, « Votre honneur, nous ». Elle leva une main. Le tribunal transmettra également tous les éléments pertinents au bureau du procureur de l'État pour un examen approfondi. C'en était fait. Les policiers n'allaient pas s'en tirer comme ça. La salle d'audience éclata en murmures, en halètements, au cliquetis rapide des claviers des journalistes. Pour la première fois, le système tournait son regard sur lui-même. Jamal se leva lentement, son avocat lui tapota le dos, mais ses yeux étaient fixés sur les policiers, sur le procureur Calloway qui semblait avoir tout perdu, sur la juge qui avait passé des années à classer des affaires comme la sienne jusqu'à ce qu'elle soit contrainte d'agir autrement. Mais surtout, il pensait aux personnes qui n'étaient pas dans cette salle, à celles qui s'étaient assises à cette même place avant lui, à celles qui n'avaient jamais eu la chance de recouvrer leur liberté. Alors qu'il sortait de la salle d'audience, les flashs crépitaient, les journalistes criaient des questions, les gens acclamaient, mais Jamal ne célébrait pas, car ce n'était pas une victoire, c'était une preuve. Preuve de ce qui s'était toujours produit, mais ce n'est que maintenant, sous le regard du monde entier, que le système avait été contraint de réagir. Et il savait que le combat n'était pas terminé, ni pour lui, ni pour les personnes toujours piégées en son sein. Il passa devant les lumières clignotantes et se mêla à la foule où des voix réclamaient un véritable changement, parce qu'une seule affaire ne suffisait pas et que désormais, personne ne détournait le regard. Si cette histoire vous a fait réfléchir, ne serait-ce qu'un instant, alors il est temps de vous demander combien d'autres histoires comme celle-ci existent, combien de personnes n'ont jamais leur moment devant la justice, leurs noms ne font jamais les gros titres, leur vérité n'est jamais entendue. Il ne suffit pas de constater l'injustice, il faut la combattre. Alors, si vous croyez qu'une vraie justice signifie de tenir le pouvoir pour responsable, alors partagez cette histoire, parlez-en, soyez attentifs, car plus il y aura de personnes qui refuseront de détourner le regard, plus il sera difficile de balayer ces affaires sous le tapis. Et c'est ainsi que le changement commence.